Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Fort taux d'abstention, large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce sont là les principaux enseignements des élections législatives. Nous reviendrons sur le scrutin d'hier. Sur l'international, colère et indignation au Mali à l'origine, la destruction de mausolées à Tombouctou, forfait signé Ansardine. Et comme tous les lundis, le magazine des sports au menu du football avec l'Euro 2012 et de la gymnastique. Parlons d'abord des législatives 2012. Les résultats provisoires positionnent la coalition Benno Bokk Yakaar largement en tête. Les coalitions dites religieuses ont créé la surprise en totalisant 11 sièges. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Seule fausse note, la faible participation avec un taux estimé à 33%. Le point avec Seydina Alunfal. Les résultats provisoires des élections législatives du 1er juillet dévoilent l'esquisse du nouveau visage de l'Assemblée nationale. Les urnes ont rendu leur verdict mettant fin à une série de bras de fer. 24 listes étaient en lice. À l'arrivée, la coalition Benno Bokk Yakaar se taille la part du lion avec 113 sièges. Le PDS obtient 14 sièges et gagne ainsi son duel contre Benno Bokk Gis Gis qui devra se contenter de 8 sièges. La coalition Bës Du Ñakk obtient 4 sièges, le MRDS 3 sièges, le PVD 3 sièges, le MPS Faxas 1 siège. Les coalitions Bës Du Ñakk, MRDS, PVD, MPS Faxas, dites coalition des religieux, font ainsi une percée remarquée. Elles obtiennent au total 11 sièges. Autre surprise, l'absence de Souti Touré, Mamadou Diop Decroix, Djiboka et Abdourahim Agne dans la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Les coalitions Leral, Pencco, Tekki et la coalition Convergence patriotique pour l'équité devraient se disputer les 4 autres sièges au plus fort reste. Que faut-il retenir justement du scrutin d'hier? Fort taux d'abstention, large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous l'avons dit. Le Sénégalais lambda se prononce, c'est un micro-trottoir réalisé par Claire Diop. Je n'ai pas pu voter parce que j'étais un peu souffrant, mais j'espère bien que cette année-là, on compte beaucoup sur nos nouveaux députés pour au moins qu'on puisse contrôler le gouvernement, aussi voter des lois qui nous permettent au moins de vivre en paix, dans l'harmonie. Et j'espère bien que, Inch'Allah, ça ira. Oui, j'ai voté comme tout citoyen. Pourquoi? Parce que je suis citoyen et c'est un devoir que j'ai accompli. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce qu'ils travaillent et qu'ils mettent de bonnes lois en place. Ça va dans l'ensemble, mais ce qu'on déplore, c'est seulement il y a un taux de participation qui est un peu négligeable, vu la situation, vu le contexte actuel. Ça peut-être qui a empêché beaucoup de gens qui n'ont pas pu participer et qui n'ont pas du tout participé. On attend que l'État fasse quelque chose, les députés de l'Assemblée, on attend qu'un changement, le changement qu'on attend par rapport aux députés et par rapport à la situation précédente. Ouais. Les députés, je voulais qu'on nous aide, surtout les jeunes. En fait, nous sommes trop fatigués. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé, comme moi et mes collègues, partout au Sénégal. Hier? Oui, j'ai voté. Comment ça s'est passé? C'était bien passé. Ce qu'on attendait, c'est de bien travailler. On est les yeux, on est là en train de le regarder pour qu'ils puissent bien faire leur travail, comme on les a fait confiance en le votant. Tout ce qu'on attend d'eux. Toujours à propos de l'évaluation des législatives, la plateforme de veille des femmes était face à la presse ce matin. Entre autres sujets abordés, le déroulement du scrutin et la participation des femmes. C'est un compte-rendu signé Amsatou Sey. 24 heures après le déroulement des élections législatives, la plateforme de veille des femmes se réunit et tire des conclusions. Le satisfecit est au rendez-vous. Oui, je pense que nous sommes satisfaits. Moins de violence, aussi bien au niveau des politiques, moins de violence. 5 cas ont été signalés, mais assez mineurs. Nous sommes satisfaits parce que nous aurons
le deuxième pays dans la démocratisation en Afrique, le deuxième pays qui aura autant de femmes, nous sommes fiers. La parité a été respectée, les membres de l'organisation se félicitent et se projettent déjà dans l'avenir. Et vous le savez, la loi sur la parité s'applique pour les commissions, mais également s'applique pour le bureau. Et ça va être appliqué. Nous allons veiller, vous allez veiller avec nous, mais également au niveau du Sénat et d'autres instances de décision. Donc nous allons continuer, c'est le début, c'est un processus, nous sommes, je veux dire, nous ne sommes pas impatients. On l'a été pendant longtemps, mais nous allons faire le forcing pour que ça puisse se passer réellement. Ce sont des femmes mobilisées et surtout engagées qui ont fait face à la presse. Des femmes dont la participation n'est plus à démontrer quand il s'agit de faire respecter la paix. Environ 65%, on aurait aimé que cela soit le taux de participation, mais non, c'est plutôt celui d'abstention. Les Sénégalais ne se sont pas déplacés en masse et ne se sont pas bousculés devant les bureaux de vote pour ces législatives. On était loin de l'affluence de la dernière présidentielle, pourtant si proche. La crainte d'un fort taux d'abstention noté déjà pendant la campagne se confirme ainsi. Une assemblée du minimum, c'est une chronique signée Oumar Diaw. L'inconnu de l'équation des législatives a été levé dimanche, 34%. C'est probablement autour de cette valeur que tourne le taux de participation. Pas franchement brillant, un rendez-vous manqué qui n'aura pas finalement drainé des foules. En 2007, en dépit de la grande bouderie de ce qu'on qualifiait alors d'opposition significative, les Sénégalais étaient allés à 35% mettre un bulletin dans l'urne. Cette fois-ci, toute la classe politique était sur la ligne de départ, le pouvoir cherchant à consolider son écrasante victoire et la nouvelle opposition voulant, pour survivre, obtenir un nombre honorable d'honorables députés, comme pour se consoler de la chute du grand-père de famille, à défaut d'imposer une chimérique cohabitation. Sans doute, dépités, les électeurs se sont ouvertement détournés des urnes. Ainsi, des millions de bulletins inutilisés qui ont coûté des millions aux contribuables vont se retrouver entre les mains abîmées de braves friteuses à l'air libre, de beignets, grilleuses de cacahuètes et autres vendeurs de poudre de pain de singe, encornés, penderoubouis délicieux que l'on se coule au fond de la gorge. Qui n'a pas fait ça? Restons sur l'abstention massive. Si on ne peut la justifier, on pourrait à tout le moins faire quelques constats et se poser un certain nombre de questions. En 21 jours, les états-majors n'ont jamais su emballer et épicer une campagne insipide. S'y ajoute que depuis plus d'un an, on avait l'impression d'être en campagne continue. La qualité et le niveau des discours qui ne laissaient entrevoir aucune perspective sérieuse de rupture n'ont pas pu aguicher, capter l'attention et l'intérêt des populations. Comment d'ailleurs les candidats, dont certains ignoraient jusqu'à leur véritable rôle, pouvaient-ils convaincre? La question de l'image du député entaché, écorné par des postures suicidaires de légitimation de forfaiture programmée doit être posée et analysée dans ses implications. Et puis, avec 24 listes, on peut être plus qu'embarrassé dans son choix et finalement se résoudre à ne pas choisir, ce qui aussi est un choix libre. Moins philosophique et plus prosaïque donc, nous savons élire un président ou plutôt sanctionner sans pour autant trouver grand intérêt à nous choisir des députés qui, dans l'imagerie collective, ne sont là que pour eux, en véritables marionnettes, dont les fils se prolongent au palais. Aux nouveaux députés de démontrer le contraire. Chronique signée Oumar Diaw. Le président Obasanjo a été reçu hier par le chef de l'État. Selon le chef de la mission des observateurs africains, les élections législatives se sont déroulées dans la paix et la transparence. Nous l'écoutons. Féliciter son Excellence le Président en ce qui concerne le déroulement des élections au mois de mars. J'ai saisi cette occasion également pour faire part du Président de ce qui se passe au niveau de l'élection législative et lui aussi de sa part aussi il a utilisé cette occasion pour nous faire part du déroulement des élections législatives ici au pays. Du point de vue de son Excellence et de mon propre point de vue aussi, nous sommes tous d'accord que les élections se sont déroulées dans une atmosphère de paix et de paisible aussi. Nous avons également saisi cette occasion pour passer en revue les questions qui touchent nous tous qui sommes dans la sous-région de l'Afrique. Puis la question de paix, l'unité et l'harmonie en Afrique de l'Ouest nous a également préoccupés. In our sub-region of West Africa.
Nous restons au palais de la République où le chef de l'État a reçu cet après-midi Mme Fatou Bensouda, procureure générale de la CPI. Il a été question du renforcement des liens de coopération entre le Sénégal et la Cour pénale internationale. Elle a salué l'engagement du Sénégal dans le cadre des actions menées par la CPI. Fatou Bensouda s'est confiée à Pape Biram Biguendiaï. La Cour pénale internationale a fêté ses 10 ans d'existence. Il y a pour moi 15 jours, j'ai prêté serment en qualité de procureur de la dite Cour, après avoir été élu par les États parties. Aujourd'hui, je suis au Sénégal pour rendre hommage à notre premier État partie, le Sénégal, à son président, son Excellence Macky Sall, à son gouvernement, ainsi qu'aux populations du Sénégal, un pays démocratique et stable, un pays de paix et de la justice. Je suis venu également pour saluer l'exemplarité de notre coopération avec le Sénégal, qui s'est résolument engagé dans la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves, pour la paix et la sécurité internationale, en ratifiant le statut de Rome et en apportant à bien des égards un soutien permanent à notre bureau. Dans l'entame de mon mandat, j'ai tenu à venir échanger avec le président Macky Sall, dont je connais l'engagement pour les valeurs de justice et l'état de droit. Depuis 10 ans, notre bureau est résolument engagé à offrir justice aux victimes des pires crimes que nous décrions et condamnons avec force. La CPI fait également face à beaucoup de défis, dont celui essentiel de la coopération internationale. J'ai placé mon mandat sous le signe de la consolidation des acquis, mais aussi sur l'information et la communication en vue de galvaniser la coopération des États. Dans ce domaine, à bien des égards, le Sénégal montre l'exemple. Je suis rassurée et confiante après mes échanges avec son Excellence Macky Sall, Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre de la Justice. Une coopération renforcée avec la Cour et avec mon bureau vient de m'être confirmée. Et je ne suis pas surprise que cela vienne du Sénégal et de ses autorités. J'en suis profondément ravie et c'est pour moi l'occasion ici de renouveler mes hommages à notre premier État partie et sa population. Fatou Bensouda, procureur général à la CPI. Une bonne nouvelle pour aborder un autre aspect de l'actualité nationale. La gratuité de l'hémodialyse est maintenant effective au Sénégal. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé à Omari Golsek, rencontré à l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux, Fatou Diouf. Elle vient juste de nous apprendre l'une des nouvelles les plus belles que nous attendons depuis plusieurs années, c'est-à-dire la gratuité de la dialyse au Sénégal. C'est avec une voix tremblante que le président de l'Association sénégalaise des hémodialyses et insuffisants rénaux a exprimé toute sa satisfaction. La gratuité de l'hémodialyse a toujours été son combat. Aujourd'hui, il obtient gain de cause. La décision vient juste de tomber, donc nous disons merci aux autorités, exceptionnellement à notre président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à son Premier ministre et à tous les membres du gouvernement, mais en particulier à Mme Marie Golsek, ministre de la Santé. Parce que tout ce que nous avait promis, lorsque nous l'avions rencontré la première fois, toutes les promesses ont été respectées.
Le coût du traitement est intenable pour les patients. 3 séances la semaine à 180 000 francs CFA, soit 9 millions de francs CFA l'année. Les insuffisants rénaux ne savaient plus où donner de la tête. Le problème de dialyse au Sénégal était devenu un problème récurrent qui touchait pratiquement toutes les familles sénégalaises. Et que depuis des années, l'association Lachir était en train de mener des luttes pour que véritablement cette maladie soit éradiquée, soit réglée par les autorités de façon définitive. À partir du 1er juillet, la gratuité est effective dans toutes les structures sanitaires publiques. Les membres de l'Achir demandent au pouvoir public d'augmenter l'offre en construisant des centres d'hémodialyse dans toutes les régions. Au chapitre santé toujours, parlons de la lutte contre le sida. Le comité national renforce ses capacités dans les régions de Kolda, Ziguinchor, Tambacounda et Sédhiou. Une unité mobile de dépistage du VIH est désormais affectée dans cette partie du Sénégal pour prévenir la pandémie. Maman Moussagna. Au volant de l'unité mobile de dépistage du VIH, le gouverneur adjoint de la région de Kolda, Amadou Lamine Guissé, réceptionne pour les régions de Ziguinchor, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, l'unité destinée à ces régions. Des régions qui ont de leur taux de prévalence inquiétant. Et le gouvernement tient à faire une discrimination positive pour ces régions, à cause surtout du poids de l'épidémie. Dans ces régions, la prévalence dépasse 1%. Et les autorités nous ont demandé donc de baser cette unité ici à Kolda, qui est une région très touchée par l'épidémie VIH-Sida. C'est une équipe dynamique qui a été mise à la disposition des 5 régions. Elle va parcourir au moins 600 km pour joindre les différentes localités. Des mesures d'accompagnement pourraient lui faciliter la tâche. Il n'y a que 2 unités au Sénégal. Et si nous avons l'honneur de recevoir une des 2 unités, nous devons en faire un très bon usage. Et demander aussi à nos collègues qui vont recevoir cette unité de voir une fois sur le terrain comment rationaliser aussi l'utilisation de ce véhicule. Les clés du véhicule reçu, l'unité peut à présent servir. Le départ est donné pour une longue course à travers Kolda, Kédougou, Ziguinchor, Tamba et Sédhiou. Maman Moussagnan, handicap membre, organisation de lutte contre le handicap, a célébré la journée de l'enfant africain à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Il s'agissait de dérouler une chaîne de solidarité en offrant le petit déjeuner à tous les enfants et leurs accompagnants. Plus de 1500 enfants ont bénéficié de soins gratuits avec le concours d'une dizaine de pédiatres. Reportage signé Mohamedou Moustapha Sida. Face à la crise économique latente, la capacité des sociétés à gérer leurs propres ressources devient primordiale. Pour atténuer la souffrance de ces populations juvéniles, Handicap Membre a joué sa partition en offrant gratuitement des soins. Il faut qu'on arrive à harmoniser nos actions pour que cela soit pérenne. C'est de dire aussi vraiment d'interpeller le ministère de la famille et de l'enfance pour que les préoccupations des enfants vivant dans une zone accidentée comme Kaolack, pour l'accident de la circulation aujourd'hui constitue le problème majeur des handicaps chez les enfants. En effet, plus d'1 millier d'enfants ont été consultés gratuitement par des pédiatres venus d'horizons divers. Moment choisi pour porter le plaidoyer pour une opération d'appareillage des enfants en situation de handicap. Donc nous devons accompagner non pas l'hôpital de Kaolack, mais les communautés, les pères de famille, quand ils sont dans la détresse, de quelqu'un puisse prendre leur enfant en charge. Nous le disons et nous le réitérons encore une fois, nous avons souhaité que tous ensemble comprennent ce plaidoyer pour Kaolack et un deuxième pédiatre. Force est de revenir à la problématique du handicap qui n'est pas un frais dans la vie de quelqu'un, car l'enfance est synonyme d'espoir. Sur l'international, la destruction de mausolées par des islamistes provoque une colère noire et une indignation générale au Mali. 7 des 16 mausolées de Tombouctou ont disparu en Sardine. Un groupe d'islamistes dans le nord est à l'origine de ces destructions massives et même la grande mosquée n'est pas épargnée. Quelques coups de pioche et des siècles d'histoire disparaissent. 7 des 16 mausolées de Tombouctou ont été détruits ce week-end par les islamistes du groupe Ansardine.
Ces mausolées, bâtis en terre et soigneusement entretenus, étaient censés protéger la cité des 333 saints. Idée intolérable pour les intégristes qui tiennent le nord du Mali sous leur coupe depuis 3 mois. La hauteur de ces mausolées est supérieure à ce qu'elle doit être. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on les détruit. Les gens risquent de vénérer quelque chose d'interdit. C'est contraire à notre religion. L'UNESCO venait d'inscrire Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Une annonce perçue comme une provocation par les islamistes. Lundi, Ansardine a commencé à s'attaquer aux mosquées de Tombouctou. Depuis le XIIe siècle, la renommée de la cité rayonne sur tout le continent africain. Sa destruction touche particulièrement les Guinéens, dans leur grande majorité des Mandingues, le peuple qui bâtit l'empire du Mali, dont Tombouctou était la cité religieuse. Beaucoup regrettent l'impuissance des États africains. On ne peut que s'indigner devant la lenteur des actions entreprises par les Africains. Je pense à la CEDEAO, je pense à l'Union africaine. Que ce soit des Occidentaux qui viennent pour défendre notre culture et que nous on s'assied pour regarder, moi je ne suis pas d'accord. Tout le monde doit se lever et combattre ce qui se passe maintenant au nord du Mali. D'autres trésors de Tombouctou sont menacés, les grandes mosquées, les milliers de manuscrits anciens de la cité. Comme les populations, toutes ces œuvres restent sans défense face à l'intolérance religieuse. Toujours sur l'international, célébration des 50 ans d'indépendance des pays d'Afrique. Le Rwanda et le Burundi ont fêté ensemble leur accession à la souveraineté nationale. Une quinzaine de chefs d'État y ont pris part. Des colonies belges marquées par des guerres civiles et mutineries. Tambours traditionnels et défilés militaires ont envahi le grand stade de Bujumbura. Le Burundi célèbre en grande pompe 50 ans d'indépendance. Façades repeintes, rues et trottoirs rénovés, la capitale s'est faite pimpante pour accueillir les invités venus fêter l'événement, une quinzaine de chefs d'État et des représentants de la famille royale de Belgique, l'ancienne puissance coloniale. C'est la souveraineté de notre pays et tout Burundais est pris de paix, de justice et c'est là. Après une guerre civile et des massacres qui ont laissé des blessures, le régime de Pierre Nkurunziza compte sur ses célébrations pour renforcer la réconciliation nationale. Mais à l'heure du bilan, opposants et défenseurs des droits de l'homme sont amers. C'est un pouvoir qui non seulement tue, enferme les opposants, encore empêche les partis politiques de fonctionner normalement. À quelques heures de route, un autre petit pays, lui aussi ancienne colonie belge, fête le même jour l'anniversaire de son indépendance. Ici au Rwanda, pas de cérémonie fastueuse, aucun représentant de la Belgique dans la tribune du défilé. Le président Kagame accuse Bruxelles d'avoir semé la division entre Hutus et Tutsis à la veille de l'indépendance. Il veut faire de cet anniversaire un moment d'introspection. Nous devons tirer les leçons de l'expérience de nos anciens à travers l'Afrique. Ils ont fait preuve de courage, de sacrifice et de ténacité en menant le combat pour l'indépendance. Plutôt que le jour de l'indépendance, le Rwanda préfère fêter ce qui est désormais appelé ici le jour de la libération, le 4 juillet, qui marque la fin du génocide et l'arrivée au pouvoir du FPR. Retour sur le sommet des Nations Unies sur le développement durable, une semaine après les négociations de ce qu'il est convenu d'appeler le sommet de Rio+20. Des avis divergents continuent d'alimenter les sites. Si d'aucuns estiment que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, d'autres en revanche pensent que c'est un pas de plus utile donc pour l'avenir de la planète. Ibrahim Fall Jr. Ils sont près de 55 000 personnes à s'être rendues au sommet de Rio+20, dont 86 chefs d'État et de gouvernement, plus de 300 législateurs et autres participants venant de la société civile et du secteur privé. C'est dire que c'est un rendez-vous monstre pour donner au développement durable toute sa quintessence. Il fallait avoir une nouvelle vision de comment le monde devait se comporter pour donner à Dame Nature tout le respect qu'on lui doit. Les crises récentes qui secouent le monde ont donné à ce rendez-vous toute son importance et l'attention particulière accordée à l'économie verte, thème central de cette conférence. Pour autant, les avis restent partagés quant à l'opportunité d'une telle assemblée qui ne fait pas dans le concret. La Grande Muraille Verte, c'est quand même un projet de lutte contre la désertification, c'est un projet climat, c'est un projet biodiversité, c'est un projet
lutte contre la pauvreté et c'est un projet de sécurité internationale. Et ben voilà, avec un projet, vous faites tout ça. Et c'est quand même bien plus intéressant que de regarder un projet et de savoir combien il y a de CO2 en moins. L'avenir que nous voulons a été résumé en 283 points, c'est dire qu'il y a une large vue des préoccupations du monde. Pourtant, l'économie verte au centre des débats comme nouvel outil du développement durable et de l'éradication de la pauvreté n'a toujours pas trouvé une définition consensuelle et que le texte ne fait aucune référence à la manière dont elle sera mise en œuvre. Dire que pour l'Afrique, ce n'est pas une nouvelle tromperie. Ça risque d'être une tromperie, mais les Africains étaient là pour dire à tout le monde, ne nous trompez plus, on n'est pas là on n'est pas dupes, on est là, on sait ce que vous voulez, on sait ce que nous voulons, et l'économie verte, ça ne doit pas être une autre condition, comme toutes ces conditionnalités imposées à l'Afrique. C'est vrai, l'Afrique a pris des gants pour ne pas être un éternel élève pour le développement durable. Sur certains podiums, les autorités du continent continuent de réclamer leur vulnérabilité devant des institutions financières qui ont le devoir ou le rôle d'investir pour la préservation du capital naturel menacé. La Banque africaine de développement doit soutenir des pays comme les nôtres qui ne sont pas responsables, mais qui subissent pleinement toute la conséquence de ce réchauffement climatique. Nous ne sommes pas responsables, ce ne sont pas nos industries qui dérèglent le climat, mais nous payons le prix fort. Seule annonce de financement important à l'endroit des pays en développement, c'est celle des institutions bancaires asiatiques, même si l'on sait que la Banque africaine de développement met déjà des milliards pour une croissance verte africaine. La Banque asiatique, mais elle est venue avec 8 banques pour dire, voilà, vous m'avez entendu, 150 milliards de dollars dans les 10 prochaines années pour améliorer les transports dans les villes et les transports entre les villes. C'est pas un engagement concret, ça? Donc, si vous voulez, il y a plus d'argent qu'on ne croit. Tout n'est donc pas mauvais à Rio+20 et d'autres États le confirment. L'Afrique, au sein de certains groupes de négociation, est perçue comme bénéficiaire. On a misé sur la jeunesse et les emplois verts, parce que ça va être une dimension, surtout sur notre continent africain, ça va être une dimension majeure de trouver des emplois respectueux de l'environnement pour la jeunesse. Les pays en voie de développement et les pays africains n'ont surtout pas à imiter le modèle nord-américain, le modèle des autres pays. En tenant compte de ces réalités, elle doit développer une économie qui est le reflet de sa culture également. Rio+20 est une rencontre de plus, mais qui a tout de même permis à certains leaders de marquer leur empreinte avec des discours innovants qui invitent au changement et à plus d'action. Le Sénégal, par la voix de son président, s'est largement exprimé et a lancé un concept nouveau qui va au-delà de l'économie verte, qui concerne la gouvernance verte. Par gouvernance verte, le président de la République a voulu exprimer la volonté politique qui en général fait défaut dans ce genre d'organisation pour pouvoir mener à dessein les véritables réformes qu'il faut. Auparavant, le premier sommet mondial des législateurs aura eu comme résultat un plan de contrôle parlementaire qui va permettre aux législateurs de tous les pays d'être regardants par rapport au budget alloué par leur gouvernement pour l'atteinte des objectifs de Rio+20. Pour cela aussi, les ministères des Finances sont appelés à jouer pleinement leur rôle. Ibrahim Fall Junior, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires a présenté le rapport mondial 2011. Ces recherches fournissent aux responsables politiques les connaissances dont ils ont besoin pour une bonne prise de décision. Reportage Amadou Aramkiam. C'est devant un parterre de chercheurs, d'experts et de partenaires au développement qu'est présenté le rapport sur les politiques alimentaires mondiales pour l'année 2011. Cette nouvelle publication de l'IFPRI fournit une analyse approfondie sur des thématiques cruciales qui sont autant de défis de la politique alimentaire. En termes de défis, on parle du comportement des prix au niveau mondial, la volatilité des prix, qui non seulement se présente en termes de changements rapides avec des amplitudes variées, mais également en termes de tendance vers le haut à long terme. Au niveau régional, les gouvernements de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad ont adopté récemment, en novembre dernier à Conakry, une charte africaine de la prévention des crises alimentaires. Donc là aussi, c'est un document qui reflète une vision des gouvernements africains. Depuis 2000, l'Afrique connaît une croissance économique assez satisfaisante qu'elle doit élargir pour son impact sur les couches vulnérables. Sur les 5 milliards d'individus vivant dans les pays en développement, 1 milliard affronte quotidiennement la pauvreté. La sécurité alimentaire pour tous nécessite justement que ces pays aient accès aux ressources,
aux moyens de production et au marché. Il y a certains facteurs qui restent, mais il y a également les problèmes émergents tels que la situation dans les pays sahéliens. Je pense que ce thème-là sera encore dans la publication de 2012. Et il y a également les aspects de politique ayant à faire avec les biocarburants, avec le changement climatique. Les experts et les participants qui ont beaucoup échangé sur les problématiques de l'alimentation mondiale n'en ont pas moins ébauché des pistes de solutions. Une mutualisation des connaissances qui pourrait aider à éradiquer la faim dans le monde. Une production de 200 000 tonnes de riz paddy est attendue de la présente campagne de contre-saison dont les récoltes ont commencé donc. Toutefois, un nouveau rendez-vous est pris par les différents acteurs de la filière au cours d'un atelier tenu vendredi dernier pour fixer les prix de cession. Madine Dao. Depuis quelques jours, les récoltes de riz sont entamées dans la vallée du fleuve Sénégal, avec un objectif de 30 000 hectares pour la présente campagne de contre-saison chaude. Les objectifs sont presque atteints car... Au finish, nous sommes arrivés à plus de 29 000 hectares qui sont emblavés et une production de près de 195 000 tonnes de paddy sont attendues. Donc c'est la première fois qu'on ait atteint donc, un tel record au niveau de la vallée du fleuve Sénégal en contre-saison chaude riz. Ces performances sont à attribuer à la subvention de 50% sur l'engrais urée en intrant capital pour une bonne production rizicole, mais aussi à l'engagement des producteurs. Au cours de cet atelier, les goulots d'étranglement sur la commercialisation de la production constatée les années précédentes ont été passés en revue. Cette année, la compétitivité du riz local bénéficie d'un contexte favorable. Il y a une opportunité qui se présente à eux aujourd'hui et qu'il convient de l'exploiter. L'exploiter de manière optimale pour se retrouver quand même à un niveau de richesse qui pourrait en tout cas installer de manière durable d'abord le produit qui est le riz local, mais également profiter de cette conjoncture favorable pour accroître donc la production et occuper quand même un segment de marché très important. Toutefois, les acteurs de la filière se réuniront très prochainement à la demande des producteurs pour fixer les prix de cession et d'usinage de la production. Dans la même lancée, les prévisions d'emblavure pour la prochaine campagne d'hivernage sont estimées à 70 000 hectares pour une production de 350 000 tonnes de riz paddy. Le ministre de l'Éducation nationale dispose désormais d'une cartographie scolaire des inondations. Le document a été élaboré par la COSIDEP en partenariat avec l'UNICEF. L'objectif est de permettre aux autorités éducatives de prendre des dispositions pour éviter à l'école les conséquences liées aux inondations. Un atelier de restitution a eu lieu à Dakar. Seynabou Diokhane. Cette carte de la région de Dakar offre une photographie des écoles touchées par les inondations. Elle comporte des codes qui renseignent sur le niveau de vulnérabilité des écoles face au phénomène. La cartographie scolaire des inondations a été élaborée par la COSIDEP en partenariat avec l'UNICEF. Parallèlement à cette carte, donc, nous avons travaillé sur les données qualitatives d'enquête pour voir dans chaque département quelles sont les causes de ces phénomènes et par rapport aux différentes causes, relever les propositions d'action pour qu'il n'y ait plus cet impact des inondations et des aléas d'inondation sur l'école et donc sur le droit à l'éducation des enfants qui sont dans ces zones-là. L'objectif de la cartographie scolaire est de permettre aux autorités éducatives d'anticiper sur les conséquences des inondations sur le bon fonctionnement de l'école. Parce que simplement, nous pensons qu'il faut rompre avec ce pilotage à vue qui faisait qu'à chaque hivernage, il fallait ruer vers telle ou autre école qui était totalement dans les eaux, mais qu'il faudrait avoir un plan d'investissement, un plan qui puisse effectivement nous permettre de pouvoir prévenir certaines situations et permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier d'un enseignement de qualité. Le gouvernement du Sénégal a tenu un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Abdoul Mbaye et qui a mis en place une matrice d'intervention
sur les inondations. Et cette carte nous permettra donc de prendre les dispositions nécessaires pour intervenir dans ce sens-là. Le document de synthèse révèle qu'en 2009, les inondations ont causé près de 2,5 milliards de dommages et pertes sur le système éducatif. Des conséquences qui ont été recensées dans les 10 inspections départementales de Dakar concernées par la cartographie. Célébration de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, violence et société, le thème de cette année a alimenté les réflexions. Les acteurs militent pour une science en faveur d'un bien-être. Cette journée est célébrée en Afrique le 30 juin de chaque année. Philomène Constancienne. 2 raisons majeures justifient la célébration de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Le premier consiste à renforcer la sensibilisation à la nécessité de développer une culture scientifique nationale pour faire jouer à la science, la technologie et l'innovation leur rôle dans tous les processus de développement. Le second consiste à s'appuyer sur un atelier pour donner une illustration pratique à ce plaidoyer. Une fenêtre panoramique sur les violences au Sénégal a été ouverte durant cette commémoration afin d'illustrer le thème portant sur violence et société. Un tableau sombre a été dressé, viol, infanticide, inceste, bref, un tas de phénomènes traduisant un mal-être de la société. Que la journée de la Renaissance prenne en compte cette question-là nous paraît essentiel parce que nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus violentes. Pourtant, il n'en a pas été toujours ainsi. C'est pourquoi j'ai renvoyé à la Charte du Monde qui avait codifié nos relations de manière à ce que nous puissions vivre de manière civilisée. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'amener à contribution la science pour nous montrer les évidences. La science et la technologie ont besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une conscience, c'est-à-dire de savoir se mettre au service de la vie, de la renaissance. Nous parlons de renaissance aujourd'hui et non pas au service de la mort et de la destruction. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal œuvre pour une science en faveur de la paix. Initiative appréciée et appuyée par le gouvernement. Cet événement important qui en 1987 retint l'attention de toute l'Afrique traduisait déjà la claire prise de conscience de notre continent sur le rôle et la place de la science et de la technologie dans son processus de développement économique, social et culturel. L'Académie prévoit de décentraliser les prochaines éditions dans l'intérieur du pays, ce qui permettrait de faire profiter au mieux les populations de la science dans son absolu. La Chambre de commerce de Kaolack et le FONDEF, le Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avaient convié les opérateurs économiques de la région de Kaolack à une journée portes ouvertes. Ces moments d'échange ont permis aux acteurs économiques d'être mieux sensibilisés sur les possibilités d'une formation au FONDEF. Compte rendu signé Moussa Dior. Après quelques années de compagnonnage, le Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le FONDEF, et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack ont ouvert leurs portes en l'espace d'une journée. Cela pour rendre visibles leurs actions, mais en même temps lancer un appel aux opérateurs économiques et entreprises et autres partenaires de la zone centre. Les entreprises qui sont implantées au niveau de Kaolack ont un réel besoin de formation pour leur personnel. C'est la raison pour laquelle nous voulons à terme qu'ils puissent bénéficier de ces actions de formation afin que leur personnel soit mieux formé. Au-delà de sa mission d'appui et d'accompagnement des commerçants et des promoteurs, cherche à identifier des opportunités d'emploi pour les jeunes à travers la formation professionnelle et la réalisation de micro-activités. C'est fort de cette orientation qu'une convention de partenariat entre la Chambre de commerce et le FONDEF, en tant qu'institution spécialisée principalement dans la promotion et le financement de la formation professionnelle et dans le renforcement de capacités des acteurs économiques, a été signée. Cette journée d'information et de sensibilisation a été également une occasion pour les organisateurs de présenter le FONDEF, ses missions et principes à la population kaolackoise, venue nombreux assister à la rencontre. Le FONDEF se doit d'être mieux connu et mieux compris par les acteurs économiques locaux. C'est le sens et la signification de la présente journée, porte ouverte du FONDEF, qui permettra à terme
une meilleure appropriation des opportunités offertes par le FONDEF. Mesdames et messieurs, je suis sûr qu'au terme de cette journée, les opérateurs économiques de la région de Kaolack que vous êtes seront mieux armés et mieux outillés pour accéder aux prestations du FONDEF. Un guichet de réception et d'élaboration des requêtes de financement a été ouvert dans ce cadre, car l'objectif de la convention entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack et le FONDEF est d'orienter les entrepreneurs vers les opportunités de formation et donc de promouvoir leurs entreprises. Le Crédit Mutuel du Sénégal compte repartir sur de nouvelles bases. C'est en tout cas ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire que vient de tenir à Dakar la Fédération des caisses de Crédit Mutuel. Une assemblée générale au cours de laquelle le bilan de l'institution financière a été fait. Compte rendu Amadou Mbaïloum. À présent, ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent au Crédit Mutuel du Sénégal et à ses sociétaires, d'autant que l'Assemblée générale ordinaire, tenue quelques heures avant la cérémonie de présentation des unités mobiles, les directeurs généraux de cette institution financière avaient donné le ton de ce qui désormais allait sous-tendre son action. Cette Assemblée amorce le retour aux fondamentaux qui ont toujours fait la beauté de la microfinance. Le rapport issu de la mission conjointe d'RSSFD-BCEAO constitue pour nous une situation de référence qui nous servira également de balise pour la conduite des affaires de notre entreprise. Rien ne sera plus comme avant. D'ores et déjà, on peut dire assurément que le bilan pour l'exercice 2011 est satisfaisant. L'exercice 2011 marque un tournant décisif dans la vie de notre entreprise. Par la volonté du CA d'imprimer son style de gouvernance basé sur la transparence et la rigueur dans la gestion de nos ressources. C'est pourquoi le programme d'activité a été volontairement réduit pour permettre une bonne maîtrise des charges de fonctionnement afin de contribuer qualitativement à la rentabilité de l'exercice. Des progrès ont été notés dans divers secteurs d'activité, avec notamment le volet social, qui a enregistré d'importantes actions conformément à nos valeurs d'entraide et de solidarité. C'est du reste ce qui a valu au Crédit Mutuel du Sénégal de recevoir comme consécration de sa démarche de qualité la certification ISO 9001 version 2008 par des partenaires étrangers, espagnols précisément, dont l'expertise en la matière est avérée. Rideau sur la deuxième édition du jumelage de Joal Fadiouth, un rendez-vous culturel qui est l'œuvre des quartiers de Noubap à Joal et de Mbin Fassar à Fadiouth. L'occasion a été saisie pour revisiter la culture sérère dans ses différentes facettes. Ibrahim Andong. Joal a jeté les ponts avec Fadiouth depuis très longtemps. Unis comme un seul homme, les populations ont marché sur l'ouvrage qui enjambe le bras de mer pour célébrer l'unité et la fraternité. Mbin Fassar à Fadiouth a vibré au rythme des danses sérères, marquant ainsi la deuxième édition du jumelage avec Ndoubab de Joal. Au-delà de la grande fête, nous vivons une communion entre deux entités qui ont vécu depuis des décennies, je dis, depuis les ancêtres, depuis que l'histoire de ces deux villages, Joal et Fadiouth, nous pouvons dire donc que Fassar et Ndoubab ont communié et ont vécu des événements ensemble. Au-delà de l'aspect festif qui caractérise souvent ce rendez-vous culturel, les populations comptent désormais s'investir dans le développement local. Il nous faut aller vers des activités beaucoup plus rémunératrices, tant au niveau des jeunes, des hommes que des femmes. Et peut-être instaurer, dans le cadre global de la commune de Joal-Fadiouth, un début de développement local. Durant 2 jours, les habitants de Mbin Fassar ont revisité la culture sérère dans ses différentes facettes. Les chants initiatiques ont aussi bien résonné, l'occasion pour les garçons et filles de rivaliser dans la bonne humeur. Le complexe islamique Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké sera doté de nouveaux bâtiments. Il s'agit d'une mosquée et d'un poste de santé. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée à Ndindi devant plusieurs autorités religieuses et étatiques. Dame Silla.
L'objectif de cette cérémonie de pose de première pierre est d'ériger de nouveaux bâtiments dans le complexe islamique Cheikh Mohamedou Fadal Mbacké de Ndindi. Il s'agit d'une mosquée d'une capacité d'accueil de 200 personnes et d'un poste de santé disposant d'une maternité et d'un service pédiatre. Dans cette structure, on retrouve déjà un bloc administratif flambant neuf qui regroupe 6 salles de classe, des toilettes, une infirmerie, des locaux pour le personnel d'enseignement et médical, entre autres. Le projet est financé par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, accompagné par l'État du Sénégal dans le cadre du budget consolidé d'investissement, pour permettre aux 600 pensionnaires du Dara moderne de bénéficier d'un métier. Un centre de formation professionnelle et un espace de pratique d'élevage sont mis en place. Des réalisations unanimement saluées par les différents intervenants. Selon Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké, ce projet est une application parfaite des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement national annonce par ailleurs que le gouvernement du Sénégal va construire des daras modernes partout dans le pays. Chronique politique sénégalaise, il était une fois Abdoulaye Wade, le titre de l'ouvrage que vient de publier le consultant en communication et spécialiste de la communication politique Mamadou Thiam. Dans cet ouvrage, l'auteur est revenu sur la trajectoire de l'ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Le livre est constitué de 118 pages et a été édité par Alain Matan. La cérémonie de dédicace s'est tenue hier au WAC, compte rendu d'Ibidja. Il était une fois Abdoulaye Wade. Conter l'histoire de Wade, Mamadou Thiam a tenté de le faire à travers ce livre. Ce recueil d'une vingtaine de chroniques nous replonge dans l'univers politique sénégalais sous le magistère de Wade, de la grandeur du personnage à sa décadence politique. Je me réjouis déjà du fait que des hommes et des femmes de ma génération s'intéressent au parcours de Maître Abdoulaye Wade. La finesse du style, à la fois ironique et rigoureux, a rendu le bouquin agréable à lire. Selon l'auteur, le personnage Wade, impérial à ses débuts, a été perdu par ses reculades et son fameux Wah-Wahet. Sa danse, dernière trouvaille qui ne manquera pas d'être consacrée tube de l'été, c'est l'institutionnalisation du revirement à travers la désacralisation de la parole présidentielle. J'avais dit, je me dédie. Par cet ouvrage, l'auteur pose l'histoire de Wade comme cas d'école pour tout gouvernant. C'est aussi une manière pour moi de dire au président actuel Macky Sall et à tous les autres présidents à venir de savoir qu'il n'y a que deux choses qui vaillent, le Sénégal et l'avenir. Et que le pouvoir en place doit faire de telle sorte que dans ses actions, dans ses décisions, qu'il apprenne des erreurs d'Abdoulaye Wade pour que justement demain, qu'on puisse les raconter autrement. À travers ses chroniques écrites sous le règne d'Abdoulaye Wade, le spécialiste en communication politique Mamadou Thiam a fait son devoir de sentinelle de la démocratie dans ce contexte où l'émergence du nouveau type de Sénégalais est de plus en plus souhaitée. Une note triste dans cette édition, la disparition de Madou Diabaté, l'auteur, compositeur, arrangeur et chanteur, a rendu l'âme ce lundi matin à l'hôpital général de Grand Yoff des suites d'une longue maladie. Madou Diabaté a collaboré avec les plus grands noms de la musique sénégalaise. Il a été révélé au public dans les années 90 avec sa chanson Madame Johnson.